Ils n'aiment pas vivre. Ils n'aiment même pas avoir vécu. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 mai 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un petit passage tiré de l'ouvrage Situation 9, un entretien qu'a donné Jean-Paul Sartre à Madeleine Chapzal, les écrivains en personne, paru chez 10-18. D'abord, un petit mot, un petit message à la communauté. Je fais mes salutations à Anne-Sophie et j'en profite également pour faire un bonjour à son papa. Et oui, encore moi. Et je dirais à ce papa que moi-même, il m'arrive d'être excédé de m'entendre. Je vous comprends. Un merci spécial à Louise qui m'a écrit un petit mot sur mon mur à la suite de la vidéo d'hier consacrée à Madeleine Gagnon, qui me disait que ça lui faisait du bien, mes petites capsules vidéo. Ben, sache, Louise, que ça me fait du bien aussi, qu'on apprécie ce que je fais. Ça me réconforte et ça m'incite à poursuivre. Alors aujourd'hui, je vous parle un petit peu de cet écrivain qui est sans doute, au fond, l'écrivain pour lequel j'ai le plus d'admiration, Sartre. Et j'en profite aussi pour dire aussi à mon ami Jérôme, qui commentait le lien, le post, où je disais qu'il fallait ne pas choisir entre Sartre et Camus, comme on semble de plus en plus nous inciter à le faire. Je pense entre autres au dernier ouvrage de Michel Onfray, qui s'en prend vertement à la figure de Sartre. Je ne suis pas sûr qu'Onfray a bien lu Sartre, et Sartre est comme ces monuments qu'on pense si bien connaître et qu'on ne voit plus à force de les voir, justement. Alors, le Sartre auquel je suis particulièrement attaché, c'est le Sartre des derniers moments. L'entretien qu'il a donné au Nouvel Observateur, L'espoir maintenant, entretien que lui a accordé son secrétaire, Benny Lévy. Benny Lévy qui était un maoïste et qui s'est converti au judaïsme et qui est allé enseigner Lévinas en Israël. Alors, dans cet ultime entretien donné à Sartre au Nouvel Observateur, Sartre ouvrait la porte à la possibilité d'une transcendance. Il se frottait, en quelque sorte, au principe non seulement d'altérité, mais également à la pensée judaïque, lui qui s'était toujours dit athée. Et là, quelque temps avant de mourir, il doutait de son athéisme. Mais c'est oublier que c'est à Sartre également qu'on doit cette formidable citation tirée de cet autre ouvrage, écrit dans une langue superbe, classique, les mots. Alors Sartre, il nous disait dans les mots, donc, je fus amené à penser contre moi-même au point de mesurer l'évidence d'une idée au déplaisir qu'elle me causait. Ne nous disait-il pas, Sartre, qu'il fallait penser contre soi-même? C'est assez difficile, ça, de penser contre soi-même. On pense un certain nombre de choses, on est conforté à l'idée de ces pensées, on est conforté également à l'idée que les pensées que nous sécrétons, au fond, peuvent nous encourager dans un certain narcissisme ou nous conforter dans la belle et dans la bonne image que nous avons de nous-mêmes. Alors, penser contre soi-même est un exercice beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Alors aussi toujours, si vous voulez avoir un petit portrait de ce qu'était de ce qu'était la personne de Benny Lévy, je vous encourage à lire Tigre en papier d'Olivier Rollin, qui est vraiment un livre majeur, aussi écrit dans une langue surprenante, très novatrice, un mix d'écriture et de langage parlé. Alors donc, je vous lis un petit passage où il sera question d'écriture, justement. J'aurais
voulu vous lire un autre tome des situations où il était question de Venise, pour vous montrer à quel point Sartre ne se voyait pas écrire. C'est-à-dire, je pense qu'il avait atteint un tel degré de compétence dans l'écriture qu'il se jouait de son stylo comme on pouvait se jouer d'un saxophone ou d'une plume. Sartre n'aimait pas avoir écrit. Il aimait écrire. De là la petite citation détournée qui ouvrait ma vidéo. Et il ne se voyait donc pas écrire. Alors, il n'y a pas de posture chez lui. C'est très étonnant. Et je disais à cet ami Jérôme que pour moi, Sartre était également un poète par cet abandon qui était le sien dans l'écriture. Aucune posture chez lui. Ils ont envie d'écrire, sûrement, mais veulent-ils ne faire que cela? Peut-être un jour l'écriture naîtra n'importe où, chez n'importe qui, et puis disparaîtra pour renaître chez le voisin. Il n'y aura plus d'écrivains, tout juste des hommes, qui, entre autres choses, écriront. Ce sera plus vrai. Plus proche du besoin d'écrire, qui est chez tout le monde aujourd'hui, même un absolu. Nous, professionnels, nous prétendons avoir une délégation, et les gens nous laissent faire, faute d'écrire eux-mêmes. Nous nous présentons comme des élus, mais c'est un mensonge. Avec les tirages, la presse boucle la mystification. Elle transforme chaque livre acheté en un suffrage universel. En réalité, on lit parce qu'on veut écrire. Lire, c'est un peu, en tout cas, réécrire. De ce point de vue, oui, les gens découvrent qu'ils ont besoin d'exprimer leur vie. Quand j'étais prisonnier, il y avait au Stalag un petit braconnier, enfant abandonné, assistance publique et tout ce que vous imaginez. Quand il était soldat, on lui a écrit que sa femme le trompait. Il est parti avec son fusil, l'a trouvé au lit et dans les bras de son amant. Il les a proprement tués. Il est revenu se constituer prisonnier. C'était en mai 1940. On l'a bouclé dans une prison militaire. Il l'a échappé belle. Les Allemands l'en ont tiré et l'ont amené en Allemagne dans un camp de prisonniers. Cette histoire de passion et de meurtre, n'étant plus sanctionnée, restait flottante. Nous, ses camarades, nous la connaissions. Un sergent greffier du tribunal militaire pouvait la confirmer. Ça ne suffisait pas. Il se sentait dupé. D'autant que le deuil en lui faisait son travail. Il ne resterait rien qu'un souvenir abstrait. Il a inventé de l'écrire pour l'exprimer. C'est-à-dire pour la posséder en toute clarté, en toute distinction, et à la fois pour qu'elle le possède et qu'elle demeure avec son auteur à l'intérieur d'elle, pris dans son gel, objectivé. Naturellement, il l'a très mal écrite. Ici commencent les difficultés. Lisez le paradoxe d'Étré de Blanchot. Il explique merveilleusement comment ce premier désir de tout dire aboutit à tout cacher. Mais c'est une autre affaire. Ce que je veux dire, c'est que les gens, tous, voudraient que cette vie vécue qui est la leur, avec toutes ses obscurités, ils ont le nez dessus, soit aussi vite présentée qu'elle se dégage de tout ce qui l'écrase et qu'elle se fasse par l'expression essentielle, en réduisant les raisons de son écrasement aux conditions inessentielles de sa figure. Chacun veut écrire parce que chacun a besoin d'être signifiant, de signifier ce qu'il éprouve. Autrement, tout va trop vite. On a le nez contre terre, comme le cochon qu'on force à déterrer les truffes. Il n'y a rien.
J'ai perdu bien des illusions littéraires, que la littérature est une valeur absolue, qu'elle puisse sauver un homme ou simplement changer des hommes, sauf en cas de circonstances spéciales. Tout cela me paraît aujourd'hui périmé. L'écrivain continue à écrire, une fois ses illusions perdues, parce qu'il a, comme disent les psychanalystes, tout investi dans l'écriture. Comme on continue à vivre avec des gens auxquels on ne tient plus, auxquels on tient autrement, parce que c'est la famille. Mais il me reste une conviction, une seule, dont je ne démordrai pas. Écrire est un besoin pour chacun. C'est la forme la plus haute du besoin de communication. Être écrivain serait-il donc le plus profond désir de chacun? Demande Madeleine Chapsal. Oui et non. Un écrivain s'aliène à son écriture. C'est fâcheux. À 8 ans, je pensais que la nature elle-même n'était pas insensible à la production d'un beau livre. Quand l'auteur traçait le mot fin, une étoile filante devait dégringoler dans le ciel. Aujourd'hui, je pense que c'est, en tant que métier, une activité qui en vaut une autre. Mais je vous le répète, ce n'est pas l'important. Ce que les gens désirent, tous, quelques-uns à leur insu, c'est d'être témoins de leur temps, témoins de leur vie. C'est d'être, devant tous, leurs propres témoins. Et puis aussi, voilà, les sentiments et les conduites sont ambigus, brouillés. Il y a des réactions internes qui les stoppent dans leur développement, des craquements parasitaires. On ne vit pas tragiquement le tragique, ni le plaisir avec plaisir. En voulant écrire, ce qu'on tente, c'est une purification. Eh bien voilà, c'était tiré de Situation 9, le tome 9. Les situations que nous devons relire, c'est majeur. On y trouve des textes absolument formidables. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Ma page Facebook, vous la connaissez sans doute déjà. Celle d'un agité de l'écran. Vous pouvez aussi également me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. Merci et bonne journée à tous, incluant le papa d'Anne-Sophie. Au revoir.